suite de la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'aube des élections de décembre 2023, nous allons recueillir le point de vue de notre invité, qui n'est personne d'autre que M. Jean-Baptiste Bokoto Apanda. M. Jean-Baptiste Bokoto Apanda a fait des humanités littéraires. Il est porteur d'une licence en droit de l'université de Kinshasa. Il a été plusieurs fois conseiller au ministère, notamment au ministère de l'économie, au ministère de l'industrie, mais aussi au ministère des hydrocarbures. M. Jean-Baptiste Bokoto est DG honoraire de la Société nationale des loteries, représentant de la République démocratique du Congo dans le projet Africa One, qui s'occupe de la fibre optique, c'est à Bruxelles, et cofondateur du Centre de référence et d'expertise sur l'Afrique centrale. Il est initiateur de plusieurs entreprises, notamment Energy Mwinda Epela, qui s'occupe de l'énergie solaire, mais il est aussi auteur de plusieurs ouvrages. Point de vue, c'est tout de suite. Monsieur Bokoto, bonsoir. 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 Et comment vous appelez, Bokoto ou Apanda? Vous Apanda Bokoto ou Bokoto Apanda? Non, c'est Bokoto Apanda. C'est Bokoto Apanda. Je ne me suis donc pas trompé. J'ai l'habitude d'avoir les deux noms ici. Bon, mais voilà. Ouais. Et dites-moi, on vous a présenté tout à l'heure. Est-ce que cette présentation est exhaustive? Je vais m'assurer. Oui, ça rencontre ce que je suis. D'accord. Merci. Alors, on va parler avec vous aujourd'hui de la matérialisation de la vision du chef de l'État. Quand Félix-Antoine Tshisekedi arrive au pouvoir, il exprime son plan, il présente sa vision, il nous parle de ce qu'il veut de la République démocratique du Congo durant son mandat, mais aussi ce qu'il veut que devienne définitivement cette grande nation que la République démocratique du Congo. On présente ça comme ça sous le label, entre guillemets, la vision du chef de l'État. Quand on vous en parle, quand on vous présente telle que cette vision a été présentée, qu'est-ce qu'elle a suscité chez vous d'abord? Commençons par là. C'est d'abord, excusez-moi déjà de vous féliciter, de remercier un peu la RTNC, parce que c'est une chaîne que je connais bien. Je vous en prie. Et qui commence vraiment à récupérer son leadership audiovisuel, ça me fait énormément plaisir. Ben voilà. Donc, vous savez, quand j'entends parler de la vision du chef de l'État, on a comme l'impression, dans un premier temps, c'est un peu simpliste. Et pourtant, c'est pratiquement des fondamentaux. Quand on parle du peuple d'abord, le peuple d'abord, c'est quoi? C'est-à-dire que le leadership commence par la base. Et quand on parle de la base, ça veut dire qu'on voit la population, on voit les gens, on voit les besoins des gens. Moi, ce que je sais, c'est que le besoin fondamental des gens, d'abord, c'est être bien éduqué. C'est bien manger. 3, être bien soigné. Ça, c'est les éléments essentiels de la vie d'une personne, que ce soit partout ailleurs. Voilà. Quand le chef de l'État parle de la gratuité de l'enseignement de base, j'ai compris directement que le chef de l'État a bien vu. Et c'est quelque chose d'important parce que si un peuple n'est pas formé, si un peuple n'est pas éduqué, ben, on peut parler de tout sauf de rien. Parce que le développement, c'est d'abord l'homme. Ça, c'est un élément important. Et les deux, il y a l'élément lié à la santé. Mais si on n'a pas de mot de santé, si on n'est pas bien soigné, c'est impossible. Parce que vous ne pouvez rien faire si vous n'êtes pas bien soigné. Là, vous voulez parler de cet ambitieux projet de couverture santé universelle. Couverture santé universelle. Donc, au niveau des axes, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il a bien vu. Mais maintenant, là, lui, c'est le moteur. Hein, c'est lui qui énonce le principe de base. Le reste, c'est nous. C'est nous. C'est monsieur, madame, tout le monde. C'est les gouvernements. Voilà. C'est à nous, ceux qui ont une certaine expertise ou une certaine expérience, d'accompagner cela. Et moi, je pense que c'est ce qui doit se faire et ce qui est en train de se faire progressivement. Oui, et justement, qui doit se faire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui,
À l'étape où nous nous trouvons, Félix Tshisekedi compte avoir, il est même convaincu de l'arracher, donc de bénéficier d'un deuxième mandat pour poursuivre cette matérialisation, la matérialisation de cette ambitieuse vision. Mais est-ce qu'à ce jour, si vous étiez donné de dresser une sorte de bilan, qu'est-ce que vous diriez que c'est fait, à quelle proportion, que c'est pas fait, allez. Ben, je suis au pays, ça fait quand même quelques mois. Je suis en train de suivre, donc personne ne peut me dire ce que je ne vois pas. Voilà. Mais ce que je suis en train de voir, c'est que pas plus tard qu'il y a, je crois, quelques semaines, il y a eu le lancement de la gratuité. C'était la semaine passée. Oui, c'était la semaine passée. Voilà. Mais tout ne peut pas se faire en une journée. Ok. Voilà. Il y a le concept, le principe qui est lancé. Maintenant, c'est toute une ingénierie qui doit se mettre en place. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette ingénierie-là existe? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le président de la République est suffisamment bien accompagné par ses équipes? Je parle de ses équipes, c'est-à-dire tous ses conseillers, le gouvernement, l'armée, la police et tous les autres. Ben voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, vous parlez de l'accompagnement tout à l'heure. Oui, je parle de l'accompagnement. C'est-à-dire que je ne peux pas, moi, me dire que non, mais voilà, tout est fini, tout est bien fait, Madame la Marquise. Voilà. Non, les choses sont en train de se faire progressivement. C'est-à-dire que là, par exemple, en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement, si on peut commencer par la gratuité de l'enseignement, ben, déjà le fait de réhabiliter les infrastructures, quand vous voyez les infrastructures aujourd'hui, vous savez, moi quand j'étais venu, je crois il y a 3 ans, j'étais triste parce que j'avais fait une certaine itinérance à travers le pays. J'ai vu, c'était vraiment insupportable que nos enfants étudient dans apprennent dans ces conditions-là. C'est ce que je suis en train de voir maintenant. Je vois avec le programme de 145. Développement local, oui. Développement local. Oui. Il y a des infrastructures qui se posent progressivement. On ne peut pas dire que ça ésème tout le pays. Non. Mais ça a un début. Mais au-delà de ça, au-delà des infrastructures, il n'y a pas que les infrastructures. Il faut mettre en place ce que je dis là, c'est-à-dire c'est toute une ingénierie. Il faut que les enseignants soient bien payés. Oui. Il faut ils ont été augmentés, vraiment. Mais voilà. Il faudrait que, donc, au niveau des enseignements, qu'il y ait des enseignements de qualité. Et il faudrait, pour résoudre ces problèmes des déserts éducationnels, où parfois les enseignants ne veulent pas aller dans des coins reculés, tout ça. Tout ça, ça doit être réglé. Donc ce n'est pas simplement un problème de principe qui est énoncé, mais c'est tout un maillage, toute une ingénierie qui doit se mettre en place. Et là, ce n'est pas un travail d'une journée. Ce n'est pas un travail d'une journée, ça prend du temps. Oui. Voilà, ça prend du temps. Ça demande beaucoup de temps. Est-ce qu'il en a suffisamment? Est-ce que c'est ça qui justifie qu'il veut y avoir un deuxième mandat? Ben, soyons honnêtes, hein. Ce qui a été énoncé au premier mandat, c'est bon. Oui. Maintenant, il faut continuer. Voilà, il faut continuer et je pense que avec le deuxième mandat, il aura suffisamment de temps de mettre en place ces pensées fondamentales qu'il a mis en place. Vous parliez de l'accompagnement. Oui. Mais voilà. Mais l'accompagnement, vous savez, ce sont des questions transversales. C'est-à-dire que quand on parle de l'accompagnement, il n'y a pas que, par exemple, le ministre de l'éducation, de l'enseignement primaire et tout ça pour l'enseignement, et par exemple le ministre de la Santé pour la santé. C'est des matières qui relèvent de plusieurs ministères. Voilà, il y a le ministère du budget, il y a le ministère des finances, il y a tout ça. Voilà, donc tout ça doit se mettre en place, doit se mettre autour d'une certaine synergie. Exact. Voilà, et ne pas non plus oublier qu'il n'y a pas que les officiels, il n'y a pas que les institutionnels. Donc un pays ne se gouverne pas ou un pays ne se développe pas essentiellement via des institutionnels. Même des gens comme nous. La société civile. Voilà, la société civile, tout ça, on doit mettre la main dans la pâte. Voilà, donc ce sont des questions fondamentales
qui demande à ce qu'on puisse comprendre que tout le monde doit construire, doit voir sur un même chemin. Voilà, ce n'est pas des questions politiques, tout ça, ce sont des questions existentielles. Voilà. Voilà, ça c'est un élément essentiel que je voulais... Et ça, c'était votre point de vue sur l'état de matérialisation à l'heure actuelle de la vision du chef de l'État. Mais dites-moi, vous parliez, on a beaucoup parlé avec vous de financement. Parce que lorsqu'on regarde la superficie de la RDC, on se dit que c'est une affaire des milliards et des milliards que le Congo ne produit pas à ce jour. C'est vrai qu'on on a parlé du boom minier il y a quelques temps, qui est de moins en moins boom maintenant, mais quand même nos minéraux produisent quand même un peu de ressources pour le pays, mais ce n'est pas suffisant. On peut regarder au niveau des impôts, parce que c'est quand même une des ressources principales pour un pays, pour financer les grands projets nationaux. Et là encore, il se pose des problèmes. La plupart des sources de financement dont devait bénéficier la RDC, même si aujourd'hui je peux saluer tout le travail abattu par l'inspecteur principal, l'inspecteur chef de service de l'IGF, M. Alinguete Jules, tout le travail qu'il fait, qui ramène quand même de l'argent, des ressources qui pouvaient couler, mais qui sont aujourd'hui maîtrisées par les entreprises de l'État, les institutions de l'État. On sent toujours que ce n'est pas suffisant. Et vous m'avez dit qu'on pouvait ouvrir d'autres portes, l'État congolais pouvait s'organiser autrement. Et veuillez nous en parler, donnez-nous votre point de vue, M. Voilà. Apanda. Vous savez, quand on voit le programme de 145 territoires, le budget affecté, c'est au moins 1 milliard. Oui. Plus ou moins 1 milliard. Je me rappelle encore, il y a 6 mois, quand j'étais venu, il y a eu un forum, je pense, qui était tenu à Dakar, où les États africains s'étaient organisés pour étudier un peu les aspects des financements liés aux infrastructures, parce qu'ils avaient compris que le développement commence essentiellement par les infrastructures. Oui. Et ils avaient pensé que pour qu'on puisse bien avancer sur le plan des infrastructures en Afrique, il faudrait au moins 100 milliards de dollars par an. 100 milliards de dollars par an. Voilà. Donc, voilà. Vous imaginez déjà que c'est beaucoup d'argent. Et jusque-là, il n'y a encore rien. Parce que bon, c'était un appel qui avait été lancé au niveau des bailleurs internationaux. Rien n'a encore été fait. Pour le pays, notre pays, la RDC, si on parlait de 100 milliards, donc nous, peut-être plus ou moins, il faut au moins 20 milliards, plus ou moins. Voilà, 20 milliards. Or, quand on voit le programme de 145 territoires, qu'est-ce qu'on a entre les mains? C'est au moins 1 milliard. Okay. Plus ou moins. Donc, il faut reconnaître, c'est vraiment encore insuffisant. Or, pour le moment, il y a beaucoup de solutions. Voilà, il y a beaucoup de solutions pour financer, par exemple, le projet sur les infrastructures. Je vais vous donner peut-être 2 ou 3. Je vous en prie. Voilà. La première des choses, vous allez voir que tous les pays qui ont vu, un peu comme nous, comme le chef de l'État, en énonçant des principes clairs comme axe de développement, il a pensé en même temps à mettre en place de véhicules de financement. Et le véhicule de financement que moi je pense qui est le plus intéressant, c'est le fonds souverain d'investissement. Donc, qu'est-ce que c'est que le fonds souverain? Voilà. Le fonds souverain d'investissement, c'est un montage financier qui se met en place au niveau des États, qui est alimenté par des recettes minières, des recettes pétrolières, par exemple,
les centres de l'INSS, comment ça s'appelait, le CNSS maintenant, tout ça, des pensions, de tout ça. Voilà, c'est tous ces fonds-là. Sécurité sociale. Voilà, sécurité sociale, voilà, c'est ce que je cherchais. Qui se met en place. Donc, toutes ces entreprises, toutes ces unités productives se mettent ensemble. Et ils apportent, voilà, quelque chose. Mais c'est quelque chose-là qui est apporté autour de ce fonds. Ça permet juste comme garantie. Comme garantie. Et quand vous avez un peu de moyens autour d'un panier, ça vous permet maintenant là de faire des appels à fonds au niveau des marchés internationaux. Voilà. Parce que pour faire des appels à fond au niveau des marchés internationaux, il faut avoir quelque chose de crédible. Voilà, il faut disposer de quelque chose de crédible. Voilà. Et pour nous, si vraiment nous voulons que nous soyons crédibles, c'est la première des choses, c'est de penser à mettre en place un fonds souverain d'investissement. Ça nous permet d'être souverains. Voilà, hein, ça nous permet d'être souverains. C'est-à-dire qu'au lieu de toujours tendre la main, tout ça, mais le fait déjà que vous avez mis en place votre propre véhicule d'investissement, même si vous allez faire appel à des privés ou à des publics extérieurs ou internationaux, mais ils vont déjà trouver sur place que vous êtes déjà organisé. Voilà. Et il y a plusieurs pays en Afrique, plus la moitié de l'Afrique, ont ces fonds-là. Et pour nous, moi je pense que c'est vraiment l'occasion, faisant le larron, c'est une bonne opportunité de penser à mettre en place ces fonds-là. Vous avez une idée, vous avez un exemple d'un pays qui a financé, prenons juste seulement les infrastructures, grâce à ce fonds souverain d'investissement en Afrique. Même le Congo-Brazza, ici, il y a un fonds souverain. Ah oui? Oui. Le Gabon, il a un fonds souverain. Crystal Change, Crystal Venture, Crystal Venture, c'est rwandais, bon, je n'aime pas trop parler, mais il a un fonds souverain. Il y a tous les pays du Nord, ils ont des fonds souverains. Aujourd'hui, là, par exemple, la Libye, au temps de Kadhafi, mais la Libye, au temps de Kadhafi, tout ce que la Libye faisait, là, donc la société d'aviation africaine, nous, on voit maintenant qu'on a des sérieux problèmes, par exemple, au niveau de notre société nationale d'aviation, tout ça, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas d'avion, donc il n'y a pas d'argent. Mais comment est-ce que la Libye faisait? C'était l'argent du pétrole qui était bloqué autour de ces fonds d'investissement, et ce qui permet de faire des placements par-ci par-là. Ces fonds souverains étaient actionnaires de Fiat, étaient tout ça par-ci par-là, et c'est toutes ces ressources-là qu'il avait gagnées par-ci par-là autour de ces actions, c'est ça qui permettait à ce que la Libye puisse financer tous ces services sociaux-là, comme l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, toutes ces histoires de choses. Voilà. Donc, ce sont des exemples concrets. Voilà. Le Sénégal, aujourd'hui, voilà, il y a un fonds souverain d'investissement sénégalais qui, aujourd'hui, est pratiquement actionnaire dans plusieurs entreprises de l'État. Voilà. Et presque tous les services innovants qu'on voit pour le moment, les métros, tout cela, c'est financé essentiellement via ces fonds souverains. Voilà. Surtout l'exemple du Sénégal, c'est un exemple très très intéressant parce que le Sénégal n'a presque rien en termes de potentialité. Parce que nous, on aime bien, voilà, on aime bien parler en termes de potentialité. Oui. Mais aujourd'hui, si le Sénégal se développe très bien, c'est parce que le Sénégal a mis en place des axes clairs de développement avec le plan Sénégal émergent, un peu ce que le chef de l'État a fait avec ses axes de sa vision, tout ça. Mais maintenant, là, il faut l'accompagner à travers des instruments de financement qui sont, par exemple, le fonds souverain. Le fonds souverain. Et vous avez parlé de deux exemples, à part le fonds souverain. À quoi pourrait-on recourir encore comme source de financement? Voilà. Nous, parfois, on a toujours un peu tendance, c'est ça que je vois souvent ici, à tout mettre sur la tête de l'État. Or, je vais vous dire que plusieurs projets d'infrastructures à travers le monde, c'est fait via des privés. C'est-à-dire que on dit, bon, ok, on veut construire
la route, une autoroute, par exemple, Kinshasa-Matadi, mais on fait appel à des privés comme concessionnaires. Voilà, comme concessionnaires, ils apportent le moyen, et en retour, en contrepartie, ils vont gagner en termes de pillage, tout ça. Voilà, donc il n'y a pas que les fonds publics, les financements publics qui peuvent financer les infrastructures. On peut également faire appel à des privés. Et malheureusement, chez nous, en RDC, s'il faut appeler les privés, ce seront à 90% des privés étrangers. Ben oui, et là, effectivement, c'est un drame. Peut-être le drame, c'est un peu trop fort, mais c'est une faiblesse. Parce que vous imaginez que même pour que les investisseurs viennent dans un pays, ils regardent comment évoluent les privés, voilà, l'entrepreneuriat privé. Et quand on sent que la température n'est pas très bonne, on ne sent pas beaucoup de vivacité au niveau des entreprises privées, au niveau des privés locaux, ça crée un certain déficit au niveau de la crédibilité. Voilà. Et moi, je pense qu'un grand travail doit être fait, parce que là, on est encore vraiment très bas en termes de l'entrepreneuriat privé. Local. Voilà, pour essayer, local, effectivement, pour que les choses avancent. En tout cas, la plupart des pays se financent à 40%, 50% via le privé. Voilà ce qui est pour nous. Moi, quand je parle de privé, je parle de privé local, donc de privé congolais. Nous aimons bien le 100% congolais, de père et de mère, mais il faudrait qu'on puisse avoir cette culture d'investissement. Voilà. Moi, je me rappelle, j'étais venu il y a quelques années installer un concept ici des business angels, c'est-à-dire que c'est des investisseurs locaux. On essaie de s'organiser, de les mettre ensemble, tout ça. Ça a été très difficile parce que souvent, nous, on a tendance à penser que l'investisseur, ce n'est que le gros monsieur qui vient de l'extérieur, tout ça. Nous, on ne peut jamais être investisseur. Nous, on vient là que pour quémander et pour mendier. Voilà. Or, l'investisseur est d'abord national. Voilà. Ça, c'est un travail, un défi que nous devons relever parce qu'à ce niveau, nous sommes encore très faibles. Alors, quand on parle toujours de la vision du chef de l'État, il y a cette phrase qui a été après caricaturée par... ça me revient parce qu'on parle des investisseurs locaux. Quand le président, lors de ses voyages à l'étranger, au début de son mandat, je crois que c'était en Allemagne, il a dit qu'il va créer des milliardaires congolais. Cette affaire a été récupérée de plusieurs manières. Comment vous réfléchissez? Parce que on ne peut le faire qu'avec des gens qui ont de la volonté de devenir des milliardaires, qui expriment et qui s'engagent dans l'activité entrepreneuriale. Mais devant cet état des choses, on ne voit pas le président faire quoi que ce soit. Et parvenir à créer... Il y a au niveau de la législation des facilités qui peuvent être données aujourd'hui, accordées à certains investisseurs, à certains entrepreneurs, surtout des créateurs d'entreprises, des jeunes. Je crois qu'il y a l'ANADEC qui existe aujourd'hui, qui essaie de booster les activités des jeunes entrepreneurs aujourd'hui, mais il y a encore et toujours ce problème de financement, mais plus que ça, un problème de culture d'entrepreneuriat. Voilà, c'est une très bonne question de votre part. Vous savez, j'avais suivi au cours d'une émission, je crois que c'était à l'extérieur, où on a posé une question, les journalistes ont posé des questions à l'ancien président nigérien Obasanjo. Et on lui demandait, Monsieur le Président, au cours de votre mandat, qu'est-ce que vous avez laissé d'essentiel? Et pour lui, la meilleure chose qu'il a fait, c'est d'avoir boosté, d'avoir créé des champions nationaux. Voilà. C'est peut-être ça que j'aime bien, hein, donc, des champions nationaux. Voilà, je pense... il faisait allusion... Dangote, voilà. aux autres, tout ça. Voilà. Donc, et là, je suis totalement d'accord avec lui. Aujourd'hui, là, si le Nigeria est pratiquement la première puissance africaine, c'est à cause de ça. C'est à cause de ces champions nationaux. Voilà, et ces champions nationaux ont bénéficié de plusieurs facilitations.
Voilà. Il y a eu d'abord une volonté politique bien, comment je peux dire, définie par le chef de l'État de l'époque, tout ça, en fait, nigérien. Et après, il y a eu des actions claires, des actions concrètes, pratiques, qui ont été amorcées pour booster ce genre d'entreprise. Et chez nous, il ne suffit pas simplement de laisser, en fait, de rester au niveau des appréhensions, au niveau des... Il faut passer à l'acte. Il faut passer à l'acte, oui. Voilà. L'acte est plus fort que le discours. Oui. Voilà. Donc, il faudrait naturellement voir des entreprises locales qui montent bien, qui ont des concepts innovants, leur faciliter la tâche. Mais qui va vers l'autre? Bon, qui va vers l'autre? Est-ce le gouvernement? Est-ce le président de la République? Ou sont ces entreprises, ces entrepreneurs? Vous savez, le président de la République a parlé. Il y a eu quelques... Moi, je suis allé à ce qui était l'ancienne PME, là, OPEC, oui. qui est devenu... oui. Voilà, pardon. Et j'ai discuté avec ce monsieur. Mais vous sentez, il y a l'autre là qui est dans le fonds de garantie, tout ça. Vous sentez que ceux qui voient les choses de la même manière que le chef de l'État, il accompagne. Il accompagne à travers ces instruments-là. Mais les instruments ne peuvent pas rester que des instruments publics. Voilà ce que je dis. Donc, moi, par exemple, j'étais venu, peut-être ça, je ne vous l'ai pas dit. J'avais lancé, ça depuis pratiquement 2006 ou 2007, le fonds, le réseau Africa Synergie. Africa Synergie, c'est un réseau de business angels, c'est-à-dire que c'est un club d'investisseurs africains privés. Voilà. J'ai commencé en Belgique, et puis après, le modèle a été bien suivi, par exemple, au Sénégal et au Cameroun. Le troisième pays, c'était mon pays, ici en RDC. Je suis venu, j'ai vu la FEC, je leur ai proposé, on a même signé des contrats, mais il n'y a plus rien, il n'y a pas eu de suite. Mais la difficulté, c'était quoi? La difficulté, c'est que d'abord, je ne dirais pas qu'on n'a pas la culture d'investissement, mais on a toujours tendance à penser que l'investisseur, c'est toujours l'autre. Voilà, l'investisseur, c'est toujours l'autre. Or, Business Angel, c'est-à-dire que c'est un privé, monsieur, madame, tout le monde comme vous et moi, qui apporte un peu quelque chose qu'il met de côté, celui qui a le moyen de mettre quelque chose de côté, tout ça, et il suit, il accompagne les jeunes pousses. Toutes ces entreprises-là, aujourd'hui que vous voyez, les Twitter, les Facebook, tout cela, mais sont nés comme ça. Oui. Ils ne sont pas nés comme des mastodontes. Non, ils sont nés tous après les années 90. Ils sont développés avec le temps. Oui, peu à peu. Donc, on commence toujours par être pépite. Donc, toujours petit, et puis après monter. Oui. Et ne pensez pas, on le sent même, je le sens même parfois à travers nos enfants, nos jeunes ici, ils ont toujours tendance à penser, à aller toujours du côté du public, tout ça. Voilà. Non, il faudrait voir aussi le privé. Mais encore faut-il qu'il y ait des instruments privés qui se mettent en place pour accompagner ces genres de choses. Il ne faut pas simplement voir que le chef de l'État ou le gouvernement. Moi, par exemple, j'étais un peu, moi-même un peu, j'ai regretté que j'avais laissé cette idée-là, par exemple, d'Africa Synergie. Mais je vais le reprendre. Je n'ai pas besoin qu'on me le dise, non, il faut faire ceci, je le fais pour mon pays. D'accord. Voilà, donc c'est des instruments comme ça. Nous qui sommes dans l'écosystème, qui connaissons un peu comment les choses se passent, je vais relancer ce genre de structure. Votre point de vue à présent sur ce deuxième mandat, justement, qui est fort attendu, hein, maintenant, il faut pas se le cacher. À un moment donné, on se posait des questions, les gens étaient un petit peu dubitatifs. Maintenant, au fur et à mesure, avec des réalisations qui sont de plus en plus visibles, aussi bien à Kinshasa, la capitale, que surtout dans les provinces, avec surtout ce grand projet de développement local des 145 territoires. Il y a des images qui sont visibles. On voit du changement.
on voit à travers notamment la radio-télévision nationale congolaise des images, des témoignages des gens sur terrain qui vivent ces transformations, qui voient ces vieilles écoles en chaume aujourd'hui transformées en matériaux durables. On voit de nouvelles écoles, on voit... on fait beaucoup de changements. Il y a du développement en téléchargement, comme on dit. Et de plus en plus, on te dit, ce deuxième mandat, il doit l'avoir. Quelle est votre opinion là-dessus? Ben, vous savez, Et la vraie question, laissez-moi terminer, c'est, et si jamais on le lui accordait, quels devaient être les axes principaux? À quoi devrait-il s'attaquer? Vous savez, je crois que j'étais en train de vous dire tout à l'heure ici, il y a des choses qui sont des choses fondamentales pour amorcer un développement. L'éducation, la santé. L'éducation, la santé, l'agriculture, Oui. voilà. Et des La défense. La défense. Oui. Il ne faut pas oublier. Voilà. Et surtout dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Surtout dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Pour moi, je vois ce que je suis en train de voir. Au début, c'est vrai, il faut reconnaître qu'au début, il y avait un peu de tâtonnement au début. Mais avec le temps, on a senti que les axes étaient bien clairs. Et je le dis, ce n'est pas moi on ne peut pas inventer l'eau chaude. Hein, les clés de développement sont connues. On sait comment est-ce qu'on peut lancer un développement. Et pour le moment, le chef de l'État est dans le bon. Voilà. Il est dans le bon en termes de principes qui sont lancés. Mais maintenant, là, il faut consolider cet effort-là. Voilà, il faut consolider cet effort-là. Et c'est à ces niveaux-là qu'il y a beaucoup de choses qui doivent encore être faites. La première des choses, c'est, à mon avis, c'est l'homme. Voilà. C'est l'homme. Voilà. Vous savez, on peut prendre aujourd'hui les Juifs, les Israéliens, on les met chez nous ici, et nous, on remplace chez eux là-bas au désert. 10 ans après, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, c'est pour te dire que c'est l'homme qui est à la base de tout. Voilà. Et il faut beaucoup, beaucoup investir au niveau de l'homme congolais, en termes d'éducation, en termes d'éthique. On n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. Mais pourtant, c'est la base. Voilà. En termes de patriotisme, en termes je dirais encore quoi, donc cet esprit de la gagne, donc c'est déjà chercher à gagner quelque chose. Fighting spirit. Voilà, justement, à gagner quelque chose, à montrer que non, mais voilà, je suis né dans ce pays où j'ai tout, mais je n'ai rien, alors je dois me battre pour que après ma mort, qu'on parle de bien de ce que je fais dans ce pays. Cela ne nécessite pas que le chef de l'État. Hein, c'est toi, partout. Si chacun intègre ces éléments dans son cerveau, mais ce sera déjà quelque chose d'essentiel. Donc, la première des choses, c'est l'homme. C'est l'homme congolais. La deuxième chose, moi je pense, je ne parlerai pas de méritocratie. Chacun a le talent que Dieu lui a donné. Voilà. Même un balayeur, je vais vous raconter une petite anecdote là. Il y a le président Kennedy à l'époque qui est allé visiter le Cap Carnaveral, là où on lance la fusée. La fusée, voilà. Et il voit un balayeur. Il vous dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites comme travail? Il dit, non, mais moi, c'est moi qui fais lancer des astronautes au ciel. Hein. Voilà. Donc, il participe. Voilà, il n'a pas dit que je suis le balayeur. Non, mais voilà, il participe dans ses rêves. Évidemment, chacun dans ce secteur justement. doit apporter le meilleur. Effectivement. Et c'est ça le grand travail que nous devons faire. C'est-à-dire que chercher à intégrer dans le mental du Congolais cet esprit de gagne. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il faut avoir je comprends tellement que ça me rappelle, là, il n'y a pas longtemps, lorsque la République démocratique du Congo, les Léopards, notre 11 national de football, remporte son dernier match contre le Soudan. Et le président de la République va voir l'équipe
les joueurs dans les vestiaires, ce sont les mots qu'il leur a dit. Je suis content parce que là, je sens que vous avez l'esprit de gagne. Vous en voulez. Il y a l'envie de gagner. Effectivement. Et vous êtes la RD Congo. Effectivement. Et ça, vous me rappelez encore quelque chose. C'est que je disais souvent quand je faisais mes conférences à l'extérieur, surtout au niveau de la diaspora, il faut que le Congolais acquiert la culture de la remontada. Exact. La remontada. Exact, ouais. Je ne sais pas si on est tous des sportifs ici. On sait ce que ça veut dire, la remontada. C'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur. Vous citez beaucoup. Dites-moi aujourd'hui, alors on va terminer là. Voilà. La remontada, aujourd'hui, pour un Congolais, qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les conditions? Alors, la première des conditions, c'est le mental. Ok. Déjà, on en a parlé tout à l'heure. On a parlé de l'éthique, on a parlé de l'homme. Le chef de l'État. Voilà. J'ai vu... et on le sent, ces frémissements-là. Hein, voilà. Déjà, au niveau du sport, ben, voilà, quand nous sommes en train d'aller, nous sommes déjà qualifiés d'ailleurs. Voilà. Oui, bien sûr. Pour la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Donc, ben, voilà. Déjà, on sent ces frémissements-là. Il faut être honnête, faire des choses, dire des choses qu'on voit. Mais au-delà de ça, c'est pas parce qu'on a gagné contre le Soudan que c'est fini. Ça veut dire maintenant, là, dès l'instant où on a le mental de gagner, maintenant il faut mettre en place toute une ingénierie en place. Ah, et voilà, il faut commencer, la préparation c'est maintenant que ça doit se commencer. Il faut commencer les infrastructures, c'est déjà une très bonne chose. On voit que ça change, on voit que ça bouge. On voit que ça bouge. Voilà. Mais maintenant, il faut mettre en place l'organisation, il faut mettre en place les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, il faut mettre en place les moyens. Voilà, il faut voir déjà au niveau les moyens, vous dites les moyens financiers. Voilà, les moyens financiers. Voilà. Et déjà au niveau des écoles, déjà ça doit commencer très bas. Voilà, on voit l'exemple aujourd'hui, tous ceux qui ont travaillé comme ça, comme le Sénégal, on voit les résultats. Oui. Voilà, donc ça c'est comme ça. Bon, j'ai parlé de la remontada sur le plan sportif, tout ça, parce que ça a commencé. Mais la remontada, quand je parle de la remontada, ça doit être à tous les niveaux. La remontada doit déjà être d'abord au niveau sécuritaire. Au niveau sécuritaire, on doit mettre en place une nouvelle doctrine. Rebâtir une armée. Voilà, rebâtir une armée, tout ça, et que cette armée soit une armée forte, que ce soit une armée de souverains. Qui fait peur. Voilà, qui fait peur, une armée de dissuasion. Voilà. Voilà, on ne veut pas aller faire la guerre, mais il faut être en mesure de se défendre et de défendre les ressources stratégiques que nous avons. Exact. Voilà, ça c'est la première des choses qui doit être faite. J'espère que les questions de sécurité, ça ne se parle pas souvent comme ça, mais je pense que ce que je suis en train de dire, ça doit se faire comme ça. Donc il faut remettre en place une nouvelle doctrine militaire stratégique pour le pays. Ça, c'est un élément essentiel. La remontada doit être économique. La remontada doit être entrepreneuriale. Je parlais de l'entrepreneuriat tout le temps. L'entrepreneuriat doit être le moteur du développement. Ce n'est pas dans les discours, non, c'est dans le fait. Le Congolais doit comprendre qu'il doit être un entrepreneur. Moi, quand j'entends parler des secteurs informels, ça me rend malade. Mais tous ces gens, les quados, les cordonniers, ce n'est pas du secteur informel. Ce sont des gens, les mamans maléwa. C'est des micro-entreprises. Mais voilà, c'est des micro-entreprises. Donc, c'est des gens qu'il faut encadrer. Il faut encadrer. Ouais. Et formaliser. Voilà, il faut les formaliser. Et je vois au Kenya, là, au Kenya, par exemple, tous ceux qui vendent les mamans maléwa, tout ça, tous leur commerce, c'est digitalisé. Tout, c'est dans leur téléphone. Okay. Mais ce qui fait qu'il a la facilité d'aller avoir un crédit auprès d'une banque. Moi, j'ai un partenariat là, dans le cadre de mon entreprise avec la Banque, mais pour soutenir les mamans, là, les éco-mamans. Mais je n'arrive pas parce qu'aucune de ces mamans n'est comptabilisée. Voilà, c'est des efforts qu'on doit faire. Chercher par tous les moyens à accompagner ces mamans-là, hein, tout ça, à leur permettre d'avoir un compte d'exploitation d'une société normale. Comme ça, une banque peut leur donner quelque chose. C'est des éléments concrets. Ça, c'est au niveau de l'entrepreneuriat. Je parlais de l'économie. Bon, naturellement, l'économie, je pense que c'est dans d'autres occasions, on aura à parler. Mais c'est dans tout le secteur. Même dans le secteur de la culture. Vous avez vu, c'est que je vous ai suivi là, au niveau du jeu de la francophonie. Oui. Mais c'est quelque chose, moi je suis dans le soixantaine, ben, j'ai vu ça en 74. Hein. Donc c'est des choses que je n'ai plus vues depuis. Oui. Et voilà, oui. Donc c'est des choses, il faut avoir le courage de les reconnaître. Voilà, on est dans le bon, mais il faut renforcer
la cadence. Voilà. Il faut renforcer la cadence et ouvrir le champ à tout le monde. Il y a beaucoup de Congolais qui sont à l'extérieur, même qui sont ici, qui veulent mettre la main dans la pâte, qui veulent aider. Ils ont l'expérience, ils ont l'expertise. Voilà. Il faut tous ces gens-là ouvrir le champ pour qu'ils participent également à la remontada collective de notre pays. Remontada collective, remontada tous azimuts. On aimerait bien voir aujourd'hui repousser tous ces champs de cacao, tous ces champs de café, des champs de coton qui avaient fait hier la beauté, mais c'est surtout la force de la République démocratique du Congo. On aimerait bien voir cette agriculture. On parle beaucoup de tant de kilomètres carrés de terres arabes, mais quand est-ce qu'on va cultiver? C'est ce qu'on attend. Mais on attend surtout que le Congo se relève. On attend surtout que la République démocratique du Congo retrouve sa place d'hier. On veut voir le Congolais être respecté de partout au monde comme c'était hier. Mais hier, c'est peut-être demain aussi. C'est à ces mots que nous prenons rendez-vous avec vous très prochainement pour un autre numéro de Point de Vue. Au revoir.